Donc maintenant, j'accueille Adrien Jacotot, qui est chercheur à l'Université d'Orléans et qui travaille donc pour le SNO Tourbière et qui va maintenant nous présenter, on va remonter un petit peu vers la surface et vers même l'atmosphère, qui va nous présenter justement des résultats sur le cycle du carbone et notamment sur les flux de carbone entre l'atmosphère et la tourbière qui sont acquis via la tour à flux qui est installée sur la tourbière depuis juillet 2018, si je ne dis pas de bêtises. Adrien, est-ce que tu es là? Je suis là. Ouais. Alors, je vais essayer de partager mon PowerPoint. Faisons comme ça. Ouais. C'est bon. Eh bien, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Adrien Jacotot, effectivement. Je suis postdoctorant à l'Université d'Orléans et je travaille principalement sur la tourbière de la Guette, où je vais travailler sur les échanges gazeux entre le sol et l'atmosphère. Alors, sur la tourbière de Frasnes, j'y travaille pas de façon opérationnelle. J'arrive plutôt en soutien à l'équipe de Chrono Environnement pour les aider à faire le traitement du signal qui sort de la tour à flux que vous voyez là sur la photo. Je tiens quand même à rappeler que toute la partie opérationnelle du terrain se fait par Marie-Laure avec les collègues. Donc, bon, même si c'est moi qui fais la présentation, c'est vraiment un gros travail en commun qui est là. Donc, la tour à flux, sûrement que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Donc, finalement, sur cette installation qui est assez imposante, on n'a que 3 capteurs. On a un capteur ici qui mesure le CO2 et l'H2O. On a un capteur ici derrière qui ressemble à un petit ovni là, qui mesure les concentrations de méthane. Et ici, on a un capteur qui va mesurer la direction et la vitesse du vent dans toutes les directions, qu'elles soient horizontales ou verticales. Et avec ces 3 capteurs-là, on peut arriver à sortir des bilans carbone, tourbière, atmosphère. Alors, je vais vous passer... je vais faire un petit peu de théorie, mais une théorie très très rapide. Donc, on mesure les flux de CO2 et de méthane par édicovariance. L'édicovariance, en fait, c'est une méthode micrométéorologique qui nous permet de mesurer les échanges sans perturber le milieu. À la différence, par exemple, des chambres d'incubation qu'on vient poser en surface de la tourbière, qui nécessitent des embasses qu'on enfonce dans le sol, où on provoque une légère perturbation du milieu, mais qui peut avoir des conséquences sur les flux qu'on mesure. Avec l'édicovariance, on peut mesurer des parcelles assez vastes, hein, de plusieurs dizaines de mètres carrés à plusieurs centaines de mètres carrés. Donc, comment ça se passe? Eh bien, ici, on a un écosystème. En l'occurrence, ici, on a une tourbière. Cette tourbière, elle a de la végétation, donc elle a une certaine rugosité. On a du vent qui va arriver dans une direction. Et ce vent, en fait, il va provoquer, à cause de la rugosité, de la turbulence. Donc, en fait, on va créer des petits tourbillons dans la couche au-dessus du sol. Si on place notre installation édicovariance au milieu de notre zone d'intérêt, on va pouvoir mesurer, déterminer ces turbulences, c'est-à-dire les déplacements verticaux positifs et négatifs du vent, et en mesurant en même temps, simultanément, donc les concentrations des gaz d'intérêt, on va pouvoir calculer un flux. Donc pour ça, on utilise cette équation qui est ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, grosso modo, le principe. Alors, il faut savoir que ce sont des mesures qui sont extrêmement rapides. En fait, on acquiert 20 mesures par seconde, c'est-à-dire qu'à l'échelle de la demi-heure, on a 36 000 valeurs. Alors, ici, on est sur la tourbière de Frasnes. Bon, vous connaissez tous maintenant cette zone d'étude. Donc, on se situe ici au niveau du ponton scientifique et la station édicovariance a été placée au niveau du petit carré rouge. Ici, pourquoi? Tout simplement parce que le vent dominant va venir de cette direction-là et notre zone d'intérêt, elle va se situer ici, matérialisée par le cercle en pointillé bleu. Alors, ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est la zone de forêt qu'il y a ici, et bien sûr, toute cette zone de forêt ici aussi, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment l'échange de la tourbière, et pas prendre en compte la végétation adjacente. Donc, pour ça, on va utiliser un filtre, et on va garder sur les données que nous sort la tour édicovariance qu'une direction du vent entre 143 degrés nord et 270 degrés nord. C'est grosso modo, effectivement, cette empreinte que j'ai matérialisée ici. Alors, un petit peu d'historique. Alors, la station d'édicovariance, donc ici en photo, elle est installée en juillet 2018. Cette station, elle permet l'enregistrement de données de CO2, de CH4, de chaleur latente, de chaleur sensible et d'évapotranspiration.
Alors, elle ne peut pas fonctionner toute seule, donc elle est associée à 2 stations météo-sol. Une première station qui est la station historique, hein, qui date de 2008, si je ne me trompe pas, qui mesure donc divers variables, la température de l'air, la quantité de luminosité qui arrive, les précipitations, l'humidité, la pression de l'air. Et on a installé assez récemment, l'année dernière, en juillet 2019, une deuxième station météo que vous pouvez voir ici sur la photo, qui contient principalement un capteur de rayonnement. Alors, ce capteur permet de mesurer les ondes longues et les ondes courtes qui arrivent, mais aussi qui sont réfléchies par la tourbière, ce qui nous permet d'avoir une estimation du rayonnement net au niveau du sol. On a aussi tout un tas de capteurs de sol, donc différents profils de température, des profils de teneur en eau, d'autres piézomètres alternatifs, et on a aussi des capteurs de flux de chaleur dans le sol. Alors toutes ces données auxiliaires, elles vont venir nous aider à faire déjà le calcul des flux et ensuite l'interprétation de ce qui se passe derrière. Alors l'installation, elle n'est pas encore complète. On va installer d'ici peu, donc j'espère début 2021, une deuxième station de sol qui va contenir encore des profils de température, des profils de teneur en eau, etc. On va aussi installer un capteur de hauteur de neige et on va installer un module de transmission des données à distance, ce qui permettra de limiter grandement la partie opérationnelle et d'identifier les arrêts de l'installation. Alors tous ces capteurs supplémentaires, on les dispose maintenant au labo à Orléans, donc il faut juste que la situation sanitaire s'améliore et on viendra mettre ça en place d'ici peu. Alors, quelques mots sur l'échange de carbone entre le sol et l'atmosphère. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ces choses-là. Ici, on a un écosystème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la journée, notre écosystème, il va puiser du carbone atmosphérique, c'est ce qu'on appelle la production primaire brute. On a aussi du carbone qui va être émis vers l'atmosphère sous forme de la respiration. Donc cette respiration, elle est assez faible en journée et très importante la nuit. La nuit, bien sûr, la production primaire s'arrête complètement. Et si on fait la différence entre ce qui est émis par la respiration moins ce qui rentre par la production primaire, on obtient l'échange net de l'écosystème qui est la valeur qui nous intéresse particulièrement au niveau des échanges gazeux. Et bien sûr, on a des émissions de méthane qui sont actives autant la journée et la nuit. Donc, ce qui est intéressant d'observer, c'est ici. Donc, si notre échange net de l'écosystème plus les flux de méthane sont supérieurs à 0, par convention, on va dire que le système est une source de carbone pour l'atmosphère. Et si ces deux valeurs, en fait, sont inférieures à 0, on va dire que notre système est un puits de carbone pour l'atmosphère. Donc, techniquement, les tourbières sont connues comme étant des écosystèmes de puits de carbone, c'est-à-dire qu'ils stockent beaucoup plus de carbone qu'ils en émettent. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas, en fait. Alors, je vais vous présenter quelques résultats bruts. Alors, c'est une station qui est assez récente, hein, finalement, juillet 2017, c'est très peu hein, dans le temps. Donc, on a pour l'instant, on dispose de résultats bruts, mais on n'a pas encore été très très loin dans l'analyse. Donc, vraiment, c'est des résultats très préliminaires que je vous présente là. Ici, vous avez les résultats de CO2 brut, donc ce qui sort de la station Hélico-Variance. Donc entre juillet 2017 et puis ici le mois d'octobre, on a 85% des données utilisables, c'est-à-dire qu'en fait 15% du temps la station elle est arrêtée, elle ne fonctionne pas ou les données sont pas enregistrées. On voit bien ici des trous dans les petites chroniques. Cela dit, il faut se dire que ici nous avons plus de 40 000 valeurs utilisables, 40 000 demi-heures. Donc, on fait tout un traitement de qualité et finalement, on arrive à ce signal-là qui est déjà beaucoup plus joli. On a enlevé tous ces points-là complètement en dehors. Et ici, on a quelque chose qui ressemble plus à une chronique multi-annuelle avec ici quelque chose qui se passe un peu mieux au mois d'été. Et puis en hiver, des échanges qui sont beaucoup plus calmes. On n'a plus que 22% des données. Malheureusement. Donc, si on veut pouvoir reconstituer une chronique complète, il va falloir faire un petit peu de modélisation. Pour ça, on dispose de différents outils. Ici, je vous en ai mis un exemple. Donc, on utilise un algorithme qui s'appelle Marginal Sampling Distribution. Ça nous permet de remonter à 100% de données et on va pouvoir prédire en fait nos flux de CO2 en fonction de différentes variables, donc des prédicteurs. Ici, j'ai choisi comme exemple le rayonnement global, la température de l'air et le déficit de pression de vapeur, qui sont des variables qui sont connues comme étant des bons flux de CO2.
Et donc, sur ce graphique-là, vous avez en rouge les points qu'on a pu modéliser pour nous permettre de reconstituer la chronique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement une végétation qui est très active pendant les mois d'été, ce qui est plutôt logique, et quelque chose de beaucoup plus calme en hiver, où les échanges sont quand même extrêmement limités. Donc, à partir de ça, donc ici c'est le même graphique, à partir de ça, on peut s'amuser à faire un peu de partitionnement, donc c'est-à-dire ce qu'on mesure avec la tour, c'est bien sûr l'échange net de l'écosystème, c'est ce qui rentre moins ce qui ressort, et on peut s'amuser à séparer ces valeurs pour retrouver notre production primaire brute et notre respiration pour faire des analyses ultérieures. Donc ici, par exemple, la production primaire brute, et ici la respiration. Et on constate d'emblée sur ces graphiques que la modélisation ne nous apporte pas que des bonnes surprises, parce que techniquement, la production primaire brute ne pourrait pas être négative, elle ne peut pas être inférieure à 0, et pourtant on voit qu'une grande partie des points reste quand même inférieure à 0. Donc ça, c'est un premier problème qu'il va falloir identifier dans la suite du traitement du signal. Et au niveau de la respiration, ici, on observe que au mois d'août de cette année, on a quelque chose, un signal qui n'est pas très très joli, et il faudrait voir ce qui se passe, et ça mérite encore d'être affiné. Donc tout ça, c'est du travail préliminaire. Il y a encore beaucoup de temps à passer pour affiner un petit peu ces prédictions et obtenir des données qui sont un peu plus jolies et qui vont permettre d'avoir des axes de recherche ultérieurs. Donc ça, c'était pour le CO2. On peut s'intéresser un petit peu au méthane aussi. Donc ici, pareil, vous avez les résultats bruts des flux de méthane. Donc encore une fois, c'est vraiment pas très joli. Ici, on a un très gros trou sur la période hivernale 2018-2019. Donc ça, c'est dû à une malfonction de l'appareil. Donc l'appareil a été complètement retiré. Quand on fait un contrôle qualité, on voit qu'on a déjà quelque chose, un signal qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus utilisable. Et bien sûr, encore une fois, on va faire de la modélisation pour venir combler tous les petits trous qu'on a partout. Et coup de bol, avec la modélisation, on arrive même à reconstituer ce gros trou là au milieu. Donc ici, j'ai utilisé un autre algorithme qui s'appelle du Random Forest. Peut-être que certains d'entre vous l'utilisent déjà. Et j'ai utilisé comme prédicteur, pareil, le rayonnement global, la température de l'air et la VPD. Donc le signal de méthane à Frasnes, il est vraiment très intéressant, avec quelque chose d'assez neutre, on va dire, en période hivernale, mais on voit bien ce cycle saisonnier avec une augmentation pendant les mois d'été, donc liée principalement à une augmentation de la température extérieure, qui est un très bon processus qui va jouer sur les flux de méthane. Encore quelque chose de neutre pour l'hiver, et encore une fois, on a cette augmentation pendant l'été. Donc, qu'est-ce qu'on tire premièrement de ces informations-là? Eh bien, c'est ce fameux bilan carbone cumulatif qui intéresse beaucoup de monde, particulièrement des gestionnaires, puisqu'en fait, c'est ça qui va nous dire si notre tourbière, c'est plutôt un puits ou une source de carbone. Donc, ici, comment j'ai obtenu ce graphe? Eh bien, j'ai pris les valeurs annuelles et j'ai additionné chaque donnée d'échange net de l'écosystème et de méthane pour chaque intervalle de temps qui est enregistré. Donc, c'est vraiment une somme cumulée, finalement, de ces deux valeurs sur l'année. Donc, prenez pas en compte ici l'axe des abscisses. Je vois que je me suis trompé un peu dans les dates. Donc, comme en 2018, ici, on n'a qu'une partie de l'année parce que la tour n'existait pas à cette période-là. En 2019, en revanche, on a une année complète. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, en hiver, un bilan carbone qui est plutôt positif, donc une tourbière qui fonctionne plutôt en source de carbone, principalement liée donc à une végétation inactive, donc une respiration qui domine sur la fonction de puits, et bien sûr aussi des émissions de méthane. Et au mois de mai-juin, on voit qu'on a un basculement, donc c'est la reprise d'activité de la végétation. La GPP est active, pardon, la production primaire est active, et là notre tourbière bascule et devient un puits de carbone, jusqu'à la fin de l'été. Et comme maintenant on a des hivers, en 2019 surtout, l'hiver était assez doux et sec, on a un échange net écosystème qui est plutôt resté assez neutre, même si on a une légère tendance à réémettre un peu de carbone, ce qui nous donne quand même un bilan annuel global de moins 120, moins 125 grammes de carbone par mètre carré. Donc c'est bien ce qu'a capté au final la tourbière à la fin de l'année.
En 2020, on a une tendance hivernale qui est assez similaire à 2019. Et hop, pareil, au niveau de mai-juin, la tourbière, le fonctionnement s'inverse, la végétation devient active et on commence à vraiment stocker du carbone. Par contre, on constate qu'on en stocke moins qu'en 2019, donc encore, c'est encore des choses qu'il va falloir éclaircir dans le futur. Pourquoi en 2020, on stocke beaucoup moins de carbone qu'en 2019 ? Une question en suspens. Et pareil, donc cet hiver, par contre, on voit que l'augmentation comparée à 2019 est beaucoup plus importante, c'est-à-dire que notre tourbière émet un peu plus de carbone en cette fin d'année. Donc bien sûr, la fin de l'année n'est toujours pas arrivée, donc on n'a pas encore cette période-là. Alors ça, c'est le résultat qui sort d'un premier algorithme, et je vous ai mis ici un deuxième graphique. Et pour ce deuxième graphique, en fait, j'ai utilisé un autre algorithme de prédiction. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on constate qu'en changeant d'algorithme, on a aussi changé finalement le résultat. Donc les conclusions globales, elles ne changent pas. On a bien en hiver une tendance en légère source de carbone qui va s'inverser quand arrive le printemps et l'été. Et au final, en 2019, on a bien une tourbière qui est un puits de carbone. En 2020, ça semble aussi se confirmer que la tourbière va se maintenir en puits de carbone. On voit quand même, par contre, qu'en 2018, même si on n'a qu'une seule partie de l'année, on a quand même une différence importante, où ici, on avait plutôt une tendance à être un puits, et là, une tendance à être une source. Alors, tout ça pour dire que ce sont encore des résultats préliminaires, mais c'est là-dessus. C'est que dans une tourbière comme Fran, où on est extrêmement limité par l'emplacement de la tour édicovariance et qu'on arrive à avoir que 25% des données, finalement, les conclusions qui vont sortir de notre étude vont dépendre principalement du modèle de prédiction qu'on va appliquer derrière, donc du modèle de gap filling, comme on l'appelle, c'est-à-dire le comblage des trous qu'on va faire dans les chroniques. Donc pour l'instant, on travaille encore sur ces modèles. Donc l'idée, c'est d'identifier quel modèle va être le plus performant pour prédire les flux de carbone et quel prédicteur on va pouvoir utiliser. Donc ça aussi, c'est encore du travail qui est en suspens pour l'instant, en tout cas en cours d'étude. Donc, je vais aussi vous montrer autre chose d'intéressant qu'on obtient avec cette tour édicovariance. Donc, ici, vous avez un schéma global d'un écosystème. Vous avez le sol ici. Ici, on a le soleil. Ce soleil il va apporter de l'énergie à l'écosystème. Une partie de cette énergie va être absorbée. Une partie va être réémise. Donc, ici, on peut calculer un rayonnement net, c'est-à-dire la somme de ce qui arrive moins la somme qui ressort. On va avoir un flux qui va se manifester sous forme de chaleur sensible, qu'on peut calculer avec la station édicovariance. On va avoir aussi un flux vers l'atmosphère qui va se manifester sous la forme de chaleur latente, c'est notamment lié à l'évapotranspiration, on peut aussi le déterminer grâce à la station édicovariance, et une partie de l'énergie qui arrive va être transférée vers le sol, et ici, grâce aux stations météo et aux plaques de flux de chaleur, on va pouvoir aussi déterminer ce flux. Alors maintenant, tout ça pourquoi? Eh bien, si on applique la deuxième loi de la thermodynamique, on nous dit que techniquement, le bilan énergétique doit être à l'équilibre, c'est-à-dire que tout ce qui rentre doit être égal à tout ce qui sort. Ça nous permet de déterminer un peu le fonctionnement de notre système et puis aussi d'ouvrir d'autres perspectives de recherche. Alors ici, j'ai mis deux termes un peu abstraits, donc c'est en fait des termes de stockage, c'est-à-dire qu'une partie de l'énergie qui va arriver ici ne va pas être forcément réémise, elle va être stockée au sein de la végétation ou au sein du sol. Alors si on regarde le bilan énergétique à Fran, pour cela j'ai utilisé les données de août 2019 à octobre 2020. Alors août 2019, tout simplement parce que la station de rayonnement a été installée qu'en 2019, donc on n'avait pas de données précédemment. Donc ici vous avez un schéma de ce bilan énergétique. Alors c'est peut-être un peu difficile à déchiffrer. Ici vous avez le flux de chaleur sensible et de chaleur latente, mais ici en abscisse on a le rayonnement net moins le flux qui part dans le sol. Techniquement c'est à l'équilibre. Notre droite, nos points devraient s'aligner sur cette droite théorique en fait qui a un ratio de 1. Et nous, si on trace tous nos points, chaque point correspond à une demi-heure de mesure, on se rend compte que finalement notre bilan il est très loin d'être à l'équilibre. On a un ratio de 0,57. C'est un ratio qui est extrêmement faible. Alors il faut savoir qu'on a quand même toujours généralement un manque de fermeture des bilans énergétiques dans les écosystèmes, particulièrement les tourbières qui sont quand même assez complexes, notamment vis-à-vis de la nappe d'eau.
Mais 0,57, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement faible, et bien plus faible que tout ce que j'ai vu actuellement sur d'autres écosystèmes. Alors ici, on a surtout des données de 2020. Alors on peut se poser la question de pourquoi ce bilan énergétique est si faible à Fran. Alors encore une fois, je n'aurai pas d'éléments à apporter comme réponse parce qu'on est en cours d'analyse aussi. Parmi les pistes d'exploration, eh bien, on a deux hypothèses principales. Donc, soit on a un excès d'apport d'énergie, c'est-à-dire un apport d'énergie par précipitation ou par ruissellement ou par d'autres formes d'apport liées à l'eau. Hein. J'ai pu entendre les présentations différentes, j'ai vu que c'était pas si facile, les échanges d'eau dans la tourbière de Fran. Ou soit on a un déficit d'export, c'est-à-dire une évapotranspiration, par exemple, qui serait assez réduite. Donc, c'est encore des points qui sont à voir par la suite pour l'analyse de ces données. Alors, en bref, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, la station Edicovariance, c'est un outil de production de mesures. Donc, on produit des mesures d'observation, des données d'observation, qui sont à la fois la destination de gestionnaires, par exemple les bilans cumulatifs de gaz à effet de serre. C'est toujours sympa de pouvoir savoir si notre tourbière elle fonctionne comme un puits de carbone ou comme une source de carbone. Et à application recherche, c'est-à-dire qu'elle nous permet de mettre en évidence des processus. Par contre, elle nous permet difficilement de répondre aux processus. Donc, ce qu'on peut dégager, c'est que la tourbière a fonctionné en puits de carbone pour 2019, pour l'atmosphère, bien sûr. C'est une tendance qui semble se confirmer pour 2020. Il faudra attendre quand même la fin de l'année. Le reste du travail, ça va être d'identifier les prédicteurs qui influent sur ces flux de gaz à effet de serre. Ensuite, on a un déficit très important du bilan énergétique. Donc, est-ce qu'il y a un excès d'apport d'énergie ou un déficit d'export? Ce serait intéressant de savoir. Effectivement, il faudra là aussi identifier les processus qui sont en jeu. Alors moi, encore une fois, j'interviens sur ce domaine-là en tant que soutien. Hein. J'apporte une compétence de traitement du signal de la station Edicovariance. Maintenant, il faut qu'on travaille en synergie avec l'équipe de Chrono Environnement pour aller plus loin et exploiter ces données. Je pense notamment à Alexandre, hein, je pense que tu y as déjà réfléchi, mais ces données-là s'inscrivent parfaitement dans ton travail de thèse, hein, dans ton troisième partie, et je pense qu'on pourra démarrer un travail commun pour analyser les données et en sortir les choses qu'on veut savoir. Alors, je finis juste cette présentation qui est très courte, en vous rappelant que Fran fait partie du SNO Tourbière, donc qui est un service national d'observation. Et à ce titre, les données d'observation sont mises à disposition de tout le monde, du grand public, des gestionnaires, des chercheurs, bien gratuitement. Ici, vous avez le lien du système d'information du SNO Tourbière, notez-le bien. Concernant Fran, on s'efforce avec Marie-Laure de mettre à jour les données de façon mensuelle, voire même bimensuelle, c'est-à-dire que vous avez accès aux données de flux, des flux de CO2, méthane, de chaleur, d'évapotranspiration, d'énergie, les données piézométriques, les données météo. Donc toutes ces données-là vous sont accessibles à l'échelle de la demi-heure, gratuitement, si vous allez sur ce lien-là. Donc n'hésitez pas à aller chercher ces données, les utiliser, pour vos propres applications. C'est fait pour ça. Si vous avez des questions maintenant, très bien. Merci. Je vous écoute. Sinon, je vois que Marie-Laure peut intervenir. Marie-Laure. Oui, bonjour à tous, j'en profite. Voilà, donc je réagis par rapport à l'histoire de déficit ou d'énergie, enfin je sais plus là. Dans quel sens ça va? Est-ce que ça peut s'expliquer par le positionnement des profils de température, tout ça, qui sont assez, qui sont pas centrés sur l'empreinte de mesure finalement de notre émanation de CO2, tout ça. Quand on aura un deuxième profil, comme c'est prévu là, plus près de la station d'Edicovariance, on aura peut-être des valeurs un peu plus représentatives. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure ça rentre dans le calcul. Hein. Je reconnais que je ne suis pas du tout... Je pense que tu as en partie raison. Le fait est que le profil de température il est quand même assez éloigné. Il est actuellement au niveau de la plateforme scientifique, pour ceux qui ne savent pas. Donc, il doit y avoir... Alors après,
c'est à ceux qui connaissent bien la tourbière d'aider aussi à répondre. Je pense à Guillaume ou à Alexandre. Peut-être que vous savez si au niveau de la nappe d'eau, au niveau des températures de sol, il y a une grande différence entre ces deux zones. Ce qui est possible, malheureusement, je ne connais pas assez la situation pour le dire. Mais s'il y a une différence effectivement entre la zone de la plateforme et la zone eddy covariance, oui, il est possible qu'une partie de ce problème d'énergie vienne de là. Mais je pense qu'on n'arrivera pas à tout le bilan et qu'il y aura quand même une autre partie à identifier. J'ai cru comprendre tout à l'heure que le fonctionnement hydrologique était vraiment extrêmement complexe, avec des entrées et des sorties un peu dans tous les sens et des choses qui sont extrêmement rapides. J'ai vu notamment au Cru au Lard là, les vitesses de remplissage et de vidange qui sont vraiment très impressionnantes. Je pense que tout ça, ça doit jouer sur aussi les transferts d'énergie dans le sol. Donc c'est des choses à regarder. Mais on en saura plus l'année prochaine, j'espère, avec le nouveau profil de température. Voilà. Adrien, pour répondre à ta question sur les différences de profil de température entre la plateforme qui doit être, je ne sais pas, elle est peut-être à 300 mètres de la tour à flux à vol d'oiseau, et la tour à flux elle-même, on ne sait pas, puisque je ne crois pas qu'on ait de données au niveau de la tour à flux. Alors par contre, et je sais pas ça va aider, mais Alexandre a mis en place tout un réseau de capteurs de température au sein de la tourbière, donc dans un objectif de compréhension hydrogéologique. Mais peut-être que ça pourra aussi justement abonder dans cette discussion, parce que peut-être qu'il y a des forts contrastes effectivement de température qu'on ne maîtrise pas pour l'instant, puisqu'on les a toujours mesurés assez localement vers la plateforme scientifique. Mais finalement, on maîtrise moins cette mosaïque thermique potentielle, et donc peut-être qu'on aura des informations. Et moi, ça m'amène justement à la question, donc je me permets de te poser une question, parce que tu expliques qu'on a, semble-t-il, un excès d'apport en énergie ou un déficit d'export, et je me demandais si dans ton bilan, tu prenais en compte justement l'export de chaleur, par exemple, par l'exutoire. Ou est-ce que ça, c'est quelque chose qui serait pertinent de prendre en compte? Alors, pas du tout. Hein. Vraiment, c'est un bilan de chaleur qui est fait à partir de 4 éléments, le rayonnement net, l'export de chaleur sensible, l'évapotranspiration, donc la chaleur latente, et les flux de chaleur dans le sol. Donc, effectivement, parmi l'export, il y a ce qui se passe à l'exutoire, et c'est notamment une chose sur laquelle on travaille activement à la Guette avec Jean-Sébastien et Stéphane Binet depuis quelques semaines, où à la Guette, on a la chance d'avoir un système un peu plus fermé, où on a un peu plus de facilité, même si c'est assez difficile, d'identifier les entrées et les sorties. Donc pour l'instant, on essaye de voir si effectivement il y a un export énergétique à l'exutoire qui pourrait être important. C'est quelque chose qui est pas très difficile à faire. Si à l'exutoire on a une sonde YSI par exemple qui peut mesurer le débit et qui mesure simultanément la température, on arrive à reconstituer une chronique d'export d'énergie. Jean-Sébastien l'a fait pour la Guette il y a quelques semaines de ça. Si on a cette donnée, on peut s'amuser à corréler ça avec la station d'icovariance pour voir si ça nous donne quelque chose de sympa ou pas. Ok, sauf erreur, je pense qu'on a ces informations, puisqu'on a le débit à l'exutoire, et puis on a, sauf erreur, la température, donc peut-être qu'on pourra réfléchir à rediscuter. Donc là, on va pas rentrer trop dans les détails, hein, mais voilà, effectivement, si c'est une piste, on pourra l'explorer ensemble. Alors Alexandre, je vois qu'il a une question. Alexandre, vas-y. Ouais, salut Adrien, merci beaucoup pour ta présentation. Du coup, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Guillaume, en termes de capteurs de température dans les piézomètres, on en a installé dans les piézomètres BM12, BM12, C et D, donc c'est les piézomètres les plus proches de la tour eddy covariance. Et on a encore quelques sondes qui sont disponibles, donc si jamais il y a un endroit qui t'intéresse où on pourrait aller installer sur le terrain une sonde, c'est possible. Voilà. Ok, très bien. Et après, en termes de bilan d'énergie, avec ce que tu montres, le déficit de des précipitations, ruissellement, ces choses-là, il y a clairement un lien à faire avec le bilan hydrologique qui est compliqué à fermer parce qu'en fait, on a pu voir ce matin qu'il y avait, on peut déterminer un bassin versant un peu topographique, mais par contre, si on a des apports extérieurs via des eaux souterraines,
ce bassin versant, il s'agrandit et c'est beaucoup plus compliqué de fermer déjà le bassin versant, le bilan hydrologique et donc le bilan énergétique. Donc c'est des questions qui sont encore très ouvertes. D'accord, j'en profite pour te dire que je t'engage énormément à t'approprier les données édicovariance. On peut travailler ensemble là-dessus. Je pense que ça peut être bien intégré ton travail de thèse, et avec tout le travail que tu fais actuellement sur la partie hydrologique, les flux par chambre et toutes ces choses, il y a vraiment un gros travail en commun à faire qui t'apporterait, toi, un plus, mais surtout un plus pour l'identification de ce qui se passe autour de la tourbière. Donc, vraiment, si tes directeurs de thèse te le permettent, si tu as encore du temps le soir ou le week-end, je t'engage à vraiment t'approprier ces données qui sont là. Moi, je les traite. J'ai malheureusement pas le temps de rentrer beaucoup dans les détails, mais je pense que toi, tu peux. Tu as les connaissances, tu as les données auxiliaires qu'il faut. Vraiment, je t'engage à faire ce travail. Ah, c'est gentil et c'est prévu dans le programme de faire un lien entre la variabilité spatiale qu'on va observer au niveau des placettes et puis de dézoomer un petit peu en termes d'échelle avec les mesures de l'édicovariance. C'est vrai que la première année, c'était plus consacré un peu à un travail de synthèse hydrologie et aussi le terrain qui nous prend beaucoup de temps. J'espère là sur la deuxième année avoir plus de temps pour me consacrer au traitement de données. Ok, merci pour les questions, les remarques. Et c'est vrai que voilà, Alexandre a pour objectif de faire le lien voilà, entre l'hydro et le gaz. Et donc c'est vrai que c'est un atelier qu'on a en tête. Je me permets juste, Guillaume, en tout cas merci beaucoup Adrien, parce que si tu n'étais pas là, nous on pourrait clairement pas faire ce travail. Enfin, ça prend beaucoup de temps de traitement de données, on en a conscience, et voilà, ce serait pas possible du tout. Donc si on peut le faire, c'est vraiment grâce à toi. Et puis grâce à Marie-Laure sur le terrain, enfin, c'est toute une équipe, quoi. Il y a beaucoup de monde qui travaille dessus. Aussi on peut remercier les gestionnaires pour l'accessibilité sur le terrain, pour pas mal de coups de main. Donc toutes ces choses, c'est un ensemble de personnes qui y contribuent. Merci. Geneviève a une question ou une remarque? En fait, je crois qu'il y a Philippe qui veut intervenir déjà. Il avait vraiment la main levée. Donc, je vais le laisser parler, puis je complète après si jamais, puisqu'il est possible. Enfin, je pense que Philippe, on va peut-être dire la même chose, mais je vais laisser Philippe le dire. Philippe, oui. Alors, je ne sais pas, parce que je crois que ça doit dater ce matin, mais j'ai quand même une petite remarque ou une suggestion à faire par rapport à ce déficit d'évapotranspiration. Moi, il y a une chose à l'esprit, c'est qu'on a une tourbière à Frasnes, ou la portion qui est étudiée dans ces échanges gazeux, qui est très fortement dominée par des groupements de sphènes. Et puis, comme chacun sait, en période sèche, période estivale, avec un abaissement du niveau de l'eau, la tête des sphènes se sèche, ce qui rend la colonne capillaire. Et donc, ça bloque presque totalement l'évapotranspiration. Mais peut-être une piste à chercher aussi de ce côté-là. Il y a un déficit d'évapotranspiration qui est en général très clair dans des groupements aussi largement dominés par les sphènes que celui-là. Super. Merci pour la remarque, c'est intéressant. On va regarder ça du coup. Je sais pas quoi dire d'autre, mais c'est une bonne remarque et ça va permettre d'orienter un petit peu les recherches justement là-dessus. Merci, oui, effectivement. Geneviève, du coup, est-ce que c'était de cet ordre-là? Plus ou moins, pas aussi recherché, mais la remarque, elle est globale, c'est que entre le travail d'Alexandre et le travail d'Adrien, c'est qu'il y a un compartiment de travail qui est le compartiment biologique, c'est ce que vient de dire Philippe, hein, c'est les sphènes, c'est les micro-organismes. Donc ce transfert de la tourbe et l'eau à l'atmosphère, il va se faire par le compartiment biologique. Donc il y a un moment où il va falloir quand même qu'il y ait des biologistes qui vous aident dans ce... Voilà, enfin je pense que c'est Philippe Binet ou des personnes comme ça qui vont assurer, parce que s'il y a dégagement de CO2, c'est qu'il y a eu minéralisation a priori. Donc il y a des organismes biologiques qui ont fait le boulot et il va falloir savoir pourquoi. Et du coup, j'imagine c'est l'échange avec Alexandre, c'est qu'il va falloir mettre en perspective sans doute les niveaux piézométriques hein, par rapport à ces rejets de CO2 ou de CH4 à l'inverse avec des inondations. La couverture neigeuse, mais maintenant, a priori, Adrien, donc il y a quelque chose qui va mesurer in situ le couvert neigeux, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. Et pour finir, alors ce que je vois sur ta zone
supposée de mesure d'échange des gaz, c'est quand même la zone la plus mouillée de la tourbière active, c'est le radeau. Hein, il n'y a même pas besoin de mesure d'eau, la végétation montre bien, on a un type de végétation de radeau flottant. Quand on est sur la station de recherche du SNO, on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus sec, puisqu'on a du pin à crochet, on a de l'Andromède, on a un peu de calune aussi. Et du coup, on n'est quand même pas tout à fait dans les mêmes faciès. Hein, ce qu'on mesure avec les mesures de carbone, c'est la zone du radeau, qui est la zone très très mouillée. Et les mesures de piézométrie qu'on va voir sur le SNO sont déjà des mesures sur une zone qui est beaucoup plus sèche. La zone de mesure du carbone, on est sur l'effet du frein morénique qui bloque l'eau et puis permet à l'eau de s'étaler dans cette zone, comme montrait Philippe, cette espèce de gutia, voilà, de cuvette. Voilà, donc alors, ça fait partie des questions qu'on a évoquées récemment avec Guillaume et Alexandre, de peut-être installer un piézomètre un peu plus dans cette zone pour avoir des mesures de niveau d'eau un peu plus proches de la mesure de carbone. Ce n'était pas forcément pour cette raison qu'on y pensait, mais c'était peut-être pour avoir un transect longitudinal un petit peu plus serré en termes de mesure de niveau d'eau. Voilà. Sinon, c'est vraiment intéressant ces mesures de carbone. Ça a l'air quand même assez compliqué. Je n'ai pas tout suivi au niveau énergétique, mais je pense qu'on en apprendra un peu plus par la suite. Merci. Merci Geneviève, oui, donc ouais, effectivement, encore ça à réfléchir, là, notamment si vous venez réimplanter une station un site plutôt de mesure de niveau d'eau, d'humidité du sol, il faudra peut-être qu'on y réfléchisse pour que ce soit plus représentatif de l'empreinte. Enfin, bon à voir. Voilà. Nous, on avait prévu d'installer donc des profils supplémentaires au niveau de la plateforme EdiCovariance directement. Justement pour avoir quelque chose de beaucoup plus représentatif que l'autre qui est assez éloigné. Donc on a prévu 4 profils de température avec 4 profondeurs. La même chose pour les niveaux de teneur, les teneurs en eau du sol, un piézomètre, et c'est à peu près tout, avec en plus un capteur de hauteur de neige qui nous permettra d'avoir des infos sur la sublimation et ce genre de choses, donc faire vraiment des bilans hydro un peu plus affinés aussi. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou impressions? C'est le moment. Pour faire un rapide bilan, bah, je sais pas, moi j'ai l'impression, c'était en fait, quelque part, nous on est au courant de tout ce qui se fait sur cette tourbière, mais quand c'est comme ça qu'on pensait sur une journée, c'est vraiment impressionnant. J'ai l'impression qu'on aurait pu mettre les 2 journées techniques sur la tourbière de Fran, tellement il y a de sujets. Et encore, on n'a pas fait tout le programme qu'on avait initialement évoqué. Donc, encore une fois, il y a les aspects effectivement écologiques qu'on a peu abordés aujourd'hui et qui effectivement sont fondamentaux et qui ont vraiment structuré en plus le système, enfin la plateforme d'observation à Fran. C'est vraiment dans une perspective plus écologique ou biologique et biochimique qu'elle avait été élaborée. Et aujourd'hui, on en bénéficie. Et effectivement, je pense qu'il va falloir qu'on renforce encore ces liens-là avec les biologistes. Je pense notamment à Philippe Binet qui nous accompagne très souvent sur le terrain, avec qui on discute beaucoup. Et effectivement, pour faire le lien entre fonctionnement hydrologique et fonctionnement, on va dire, biogéochimique, et en tout cas bilan carbone, il est clair, je suis d'accord avec toi, Geneviève, qu'il va falloir qu'on renforce cet aspect-là. Et donc, on sait qu'on a du pain sur la planche. Et puis, ben, voilà, il y a tous les aspects hydrologiques qui ont été évoqués et cet après-midi et ce matin à l'échelle du synclinal, et qui montre bien que oui, on est sur un système qui est ultra complexe et complexité qui est intéressante à 2 points de vue, à mon avis, effectivement du point de vue de la ressource en eau, puisque on peut se demander comment cette eau est, enfin comment ce système est alimenté en eau, et comment la deuxième dimension, c'est comment est-ce que ça va réagir au changement climatique en cours. Voilà, moi, enfin, en tout cas, c'est ces 2 thématiques que moi je retiens, mais il y en a sans doute d'autres. Et effectivement, avec peut-être des impacts sur l'écologie, puisque le fait de changer la saisonnalité des pluies va peut-être changer justement la proportion de ces différents flux d'eau qu'on semble pouvoir identifier. Et donc, in fine, peut-être changer
l'écologie, le type de végétation sur la tourbière. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à discuter encore. Et donc, bah, moi, je suis très content de cette journée. Je sais pas, j'espère que tous ceux qui ont assisté, qui ont participé, sont contents aussi. Je parle aussi au nom des organisateurs. J'espère que, enfin, j'ai l'impression que Geneviève est contente. Alexandre doit être très content parce qu'il a fait de la biblio en l'espace d'une journée. Normalement, un thésard, il a 6 mois de biblio ou 1 an de biblio. Ben, lui, il aura fait toute sa biblio. Non, je plaisante évidemment, mais il aura fait une grande partie de sa biblio d'une journée avec les auteurs, quoi. Donc ça, c'est quand même assez magique quand on fait une thèse ou quand on fait de la recherche en général, de discuter directement avec les gens dont on lit les travaux par ailleurs. Voilà, donc c'est un peu tout ce que moi voilà, je parle un petit peu comme ça à chaud, mais en tout cas, bah, j'espère qu'on pourra continuer à échanger et que en fait cette journée, c'est effectivement le bilan de 10 ans de recherche, mais c'est aussi le point de départ de, bah, voilà, de plein d'interactions et de discussions tous ensemble. Parce que cette tourbière, quand même, elle est quand même, c'est quand même incroyable tout ce qu'on peut faire dessus, quoi. Donc merci aussi à toi, Geneviève, de nous permettre de le faire. Parce que là, elle est vraiment étudiée sous tous les angles. Bah, merci à vous pour tout le travail, hein. Je ne fais que coordonner, mettre en relation les gens parce que intuitivement, on s'en est pas rendu compte, Guillaume et Alexandre, mais on a démarré ce matin, enfin si, je pense qu'on s'en est un peu rendu compte, mais on a démarré ce matin par la géologie avec le sous-sol, on a continué avec le sol avec Émilie, Philippe et moi sur la tourbe en elle-même. Et cet après-midi, on était sur l'eau, donc qui est au sein de la tourbe, et on a fini par l'atmosphère. Donc c'est pour montrer que eh ben, la tourbe, c'est justement ce compartiment intermédiaire entre le sous-sol et l'atmosphère, et que c'est un compartiment de stockage et de transfert d'eau et de carbone, et que ça donne une complexité qu'on a vue toute la journée. Mais aussi ça stimule énormément de personnes et de recherche. Donc moi je me félicite aussi de ce travail. Beaucoup de choses ont été faites et puis il reste beaucoup de choses à faire. Donc on voit qu'il y a encore un champ d'investigation important. Et c'est pluridisciplinaire. Voilà, c'est aussi ça que je voulais dire, c'est qu'il y a des géologues, des hydrologues, des biologistes, et ça c'est indissociable. Parce que compartiment de stockage et de transfert, on va être obligé de bosser ensemble, sinon on n'y arrivera pas. Donc jusqu'à maintenant, ça nous réussit plutôt bien. Alors j'émets le souhait, et je n'en ai pas beaucoup de doutes, que ça se poursuive comme cela. Voilà. Et puis on peut remercier nos financeurs divers et variés, comme la région, l'agence de l'eau, et le programme LIFE, voilà, qui nous aide à investiguer ces domaines pas si faciles. Voilà, la boîte noire, je repense à un voyage au Pays Basque avec le groupe d'études des tourbières, où avec Philippe Grovernier, on avait un Galicien de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'université, qui était hydrogéologue, et on s'était dit, mais si on avait les hydrogéologues qui travaillaient avec nous, qu'est-ce que ce serait bien? Et ben voilà, et ben aujourd'hui on y est. On a effectivement des hydrogéologues qui travaillent avec nous et qui vont nous aider à aller un petit peu plus loin dans la compréhension. Voilà, je ne dis pas grand-chose, merci. Et juste, si c'est bon pour tout le monde, merci encore, un grand merci. Voilà. Merci à tous. Merci, c'était vraiment très bien. Merci à tous. Merci à vous. Merci d'avoir organisé cette journée. Très intéressante pour les non-franois ou franais, je ne sais pas comment on les appelle.